Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 101% et je présente une émission avec les mains dans les poches, c'est dire si maintenant je suis à l'aise. La critique flash Fractured Soul, la minute du geek sur Apple, Katsuka, c'est au programme de l'émission, mais on commence avec les news. Evoland est une brève histoire des jeux vidéo. Evoland Classic a été conçu en une trentaine d'heures par Nicolas Canas pour le concours Ludum Dare d'août 2012. Il s'agit d'un jeu gratuit à essayer par le truchement de son navigateur. Le héros commençait bien limité par quelques pixels en niveau de gris, puis gagne la possibilité d'avoir un scrolling, des effets sonores, des couleurs plus riches. En quelques minutes, le joueur revit l'avancée technologique des jeux d'aventure de plusieurs dizaines d'années. Pour ceux qui voudraient voir à quoi cela ressemble, ce premier épisode est toujours disponible gratuitement sur le site du développeur Shiro Games. Après s'être fait remarquer, Evoland veut continuer son aventure avec des graphismes HD et une histoire encore plus étendue en allant jusqu'à des environnements full 3D. Les combats ne manqueront pas de parler à beaucoup de personnes également. Le développeur cherche à sortir son jeu sur PC, iOS, Android et vise bien sûr les plateformes de distribution les plus connues. Stephen Orlando, le développeur indé de Robit Studio, a mis 3 ans à faire Treasure Adventure Game, un freeware disponible sur le site du jeu. Il s'agit d'un jeu de plateforme exploration open world bien à l'ancienne. Un an après la sortie de son jeu, il annonce un projet de refonte de son jeu en HD sous le nom de Treasure Adventure World avec l'aide du studio Chucklefish. Plus d'exploration, plus de plateformes, plus de trésors à trouver, mais cette fois dans une version payante, prévue un de ses jours durant l'année 2013. Get ready. Vous vous souvenez peut-être de Stan Lee qui gesticulait devant Kinect pour promouvoir Avengers Battle for Earth, sorti sur Xbox 360 en novembre dernier. Eh bien, pour la sortie Wii U du jeu chez nous, ces derniers jours, le sympathique grand-père des comics n'a pas été mis à contribution. Le jeu, disponible dans le commerce ou en téléchargement sur le eShop de la Wii U depuis quelques jours, s'offre un trailer bien musclé. L'histoire reprend toujours l'arc narratif Secret Invasion, durant lequel les Skrulls avaient envahi la Terre. Pour cette version Wii U, le joueur pourra déclencher les super pouvoirs de sa vingtaine de personnages en dessinant quelques patterns sur le Wii U Gamepad. À vous la joie de vous tataner avec Iron Man, Hulk, Captain America et consorts contre Fatalis, Loki ou Magneto. Il sera possible de jouer uniquement sur l'écran du Gamepad et si le titre suit le même chemin qu'outre-Atlantique, de nombreux packs de costumes additionnels et autres devraient être disponibles ultérieurement. Je traîne un peu avec des gens du milieu du spectacle et ils ont des anecdotes amusantes parfois. Et on m'a raconté une histoire vraie. Alors je ne connais plus le nom du magicien, je suis désolé, mais l'histoire est quand même drôle même quand on ne connaît pas le nom du magicien. Mais c'est une histoire totalement vraie. Alors attention, c'est un magicien, un peu célèbre, français, qui a été sélectionné pour le festival Juste pour Rire au Canada. Et donc il est parti là-bas faire son spectacle. Et il avait son tour de magie, le plus célèbre, c'était qu'il faisait disparaître une femme sur scène. Et il la faisait réapparaître dans le public. Voilà. Donc les gens médusaient, oh là là, elle était assise dans la salle, oh là là, comment il a fait? Donc il arrive là-bas, il fait les répètes l'après-midi avec le présentateur, il y a des sketchs d'abord, puis arrive le moment où ça va être on va dire Michel le magicien, c'est le moment où Michel le magicien doit entrer sur scène. Et là, avant qu'il rentre, il y a l'animateur qui arrive, et l'animateur, mais il le kiffe, mais tellement, il l'adore quoi. Et l'animateur, il arrive, il fait... Je ne veux pas faire l'accent canadien parce que j'y arrive pas. Il est génial, je l'adore, c'est Michel le magicien, il est vraiment fabuleux. Un tonnerre d'applaudissements pour Michel et les jumelles. Et là, le mec en coulisses, le magicien, c'est pas un mec qui fait des sketchs, donc il peut pas changer de sketch au dernier moment. Le mec, il a son tour de magie, il y a des trucs prévus et tout ça, donc le mec, il va sur scène avec une meuf. Il la fait disparaître. Et là, après, il fait « Oh, elle est dans la salle !» Et là, il y a le public qui fait... Et le mec, il est rentré en France. Voilà, j'adore cette histoire. Comment on peut être grillé par un animateur. Voilà. La critique flash de Fractured Soul. Le développement de Fractured Soul par le studio australien Endgame fut semé d'embûches, c'est le moins que l'on puisse dire. 7 longues années de galères, d'itérations et de désillusions. Débuté sous le nom de Slidatron sur DS, le concept du jeu a toujours tourné autour du Switch entre deux écrans.
Au départ, il s'agissait d'un shoot'em up à la Ikaruga, sauf qu'au lieu de changer de couleur sur le même écran, on changeait carrément d'écran. Rapidement, le genre plateforme s'est substitué au shoot pour donner lieu à ce prototype qui affichait des graphismes très enfantins. Du fait de l'inexpérience du studio, plusieurs erreurs ont été commises. Le proto du jeu était trop difficile et la courbe d'apprentissage inexistante. En plus d'un contact difficile avec les éditeurs, N-Game Studios s'est également confronté à la subite implosion du marché du jeu sur DS. Pourtant, il n'abandonne pas. En 2008, il change de direction artistique et passe sur 3DS en 2012. Et après 7 longues années de galère, Fractured Soul est enfin sorti début janvier sur l'eShop de la portable Nintendo. Le jeu tient avant tout sur son concept. Le scénario est quasi inexistant, les graphismes sont quelconques, la direction artistique basique et le gameplay s'avère finalement assez classique, avec la possibilité de tirer, de sauter et de réaliser un double saut. Sauf qu'ici, notre robot se déplace sur les deux écrans de la 3DS et que le joueur devra passer rapidement de l'un à l'autre afin de progresser dans les niveaux. Pour être plus clair, on dirige le robot sur un écran, tandis qu'une silhouette reproduit ses moindres mouvements sur l'autre. Il faudra donc se désincarner, réincarner rapidement afin de s'accrocher aux plateformes situées sur l'un ou l'autre ou d'éviter des obstacles tels que des ennemis ou des champs de force. L'exercice n'a rien d'évident et nécessite une certaine gymnastique cérébrale visant à garder un œil constamment sur les deux écrans. L'enchaînement des plateformes ressemble en effet à une épreuve de saut de haie que l'on tenterait de franchir sur deux couloirs à la fois, les haies n'étant jamais parallèles. La comparaison fonctionne d'autant plus que chaque niveau doit être terminé dans le temps imparti afin d'obtenir un maximum d'étoiles. Étoiles qui serviront à ouvrir des levels bonus encore plus ardus. Heureusement, il est possible de débloquer le niveau suivant sans battre le chrono, ce qui permet au jeu déjà difficile de bénéficier d'une bonne rejouabilité pour les perfectionnistes. Chaque niveau propose également son lot de secrets sous la forme de gemmes lumineuses à récolter, celles-ci étant placées de manière à ce que les joueurs s'arrachent les cheveux à pleine main. Dès le niveau 5, un nouvel élément de gameplay fait son apparition, la pesanteur. L'un des écrans sera ainsi immergé sous l'eau et l'autre non. Du coup, sur un écran, on sera plus lent, mais on sautera plus haut, et sur l'autre, on sera plus rapide, mais on sautera moins haut. Bien évidemment, les plateformes seront agencées différemment, histoire d'exploiter ces doubles pesanteurs et de corser encore un peu plus le challenge proposé. Suivront ensuite des niveaux pris dans la glace, où le vent accélérera la course du joueur sur l'un des deux écrans, et d'autres surprises au fil de la trentaine d'épreuves proposées. On notera aussi la présence de levels alternatifs, où la plateforme laisse la place au shoot'em up. Fractured Soul souffre malheureusement d'un défaut majeur. Sa difficulté force le joueur à réaliser un parcours quasi parfait, en suivant le rythme prévu par les développeurs, sans la moindre marge de manœuvre. Du die and retry donc, mais sans le côté rythmique d'un beat trip runner. Résultat, le jeu est dur sans être fun. Un Super Meat Boy par exemple, grâce à la physique particulière de ses sauts et autres wall jump, laissait une large part à l'improvisation, ce qui le rendait totalement addictif. On enchaînait les parties avec le sourire et un soupçon de rage, alors qu'avec Fractured Soul, la rage l'emporte et la grimace s'impose. Un jeu à conseiller avant tout aux joueurs appréciant les figures imposées et le gameplay Die and Retry dans sa forme la plus punitive. En fait, le level design de Fractured Soul rappelle un peu celui de certaines phases ultra agaçantes de Oddworld, l'Odyssée d'Abe. L'univers travaillé et l'humour en moins. Voilà, j'ai appris aussi dernièrement un autre truc rigolo, c'est que j'ai appris comment on pouvait créer notre nom si on était une star du porno. C'est-à-dire que souvent les stars du porno, elles font toujours la même chose, c'est-à-dire qu'elles prennent leur deuxième prénom et le nom de leur premier animal de compagnie. Et en fait, on obtient des noms de stars de porno très très drôles. Je vois Alex qui rit parce qu'il sait que je vais lui demander. Donc moi, mon nom de star du porno, c'est Daniel Bichou. Et croyez-moi, en soirée, tout le monde rit. Alex, quel est ton nom de star du porno? Yves Colombine. Yves Colombine. Tu vois, ça marche. Et donc j'aimerais que maintenant, on voit plein de gens à No Life et qu'on connaisse leur nom de star du porno. Regardez. Alors j'ai pas de deuxième prénom, mais mon pornstar du coup ça serait Mehdi Snoopy. Moi ça serait Claude Jade, Frédéric Réglis, Sylvain Spirou, Françoise Golfi, Marie Bianca, Caroline Chonche. Mon nom de pornstar c'est Louis Mimou. Vincent Grigri. Alors moi ce serait Olga Boule de Neige, Olga Bouboule pour les intimes. Après cette tranche de rigolade, on regarde la minute du geek. J'aimerais bien connaître le nom de star du porno de Julien Piron. Je connais même pas son deuxième prénom. Moi j'ai pas de deuxième prénom, donc il va falloir se contenter de Julien. Et mon premier animal de compagnie s'appelait Lenny, donc mon nom de pornstar c'est Julien Lenny. Le futur
Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! Avec Microsoft et IBM, Apple est l'un des mastodontes de l'informatique personnelle. Bien que désormais indissociable de la figure devenue quasi mythique de son fondateur et gourou Steve Jobs, la firme à la pomme a pourtant connu une histoire passionnante avec ou sans Steve Jobs. Apple est fondée en 1976 par Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne. Jobs et Wozniak fréquentaient tous deux le Homebrew Computer Club de la Silicon Valley. Un jour, Wozniak décide d'apporter au club un ordinateur de sa conception basé sur un processeur MOS 6502. Jobs se rend compte du potentiel de l'appareil et les deux hommes, bientôt rejoints par Ronald Wayne, décident de monter une société pour le commercialiser. La légende dit que Steve Jobs était fruitarien et que c'est ce qui lui donna l'idée de nommer la machine l'Apple Computer. En tout, Apple vendra 200 exemplaires de cet Apple I. L'Apple II suivra l'année suivante et sera un énorme succès populaire. En 1980, Apple est introduit en bourse et s'impose comme l'un des grands fabricants d'ordinateurs. En 1984, Apple sort une machine entrée dans la légende, le Macintosh. Cette sortie est accompagnée par un spot publicitaire réalisé par Ridley Scott et inspiré par 1984 de George Orwell, dans lequel une athlète blonde munie d'un marteau détruit une projection de Big Brother, un symbole via lequel Apple s'en prend à son grand rival d'alors, IBM. Le Macintosh ne sera pas immédiatement un succès commercial, mais s'imposera sur la durée en tant que marque. Toutefois, ce spot cristallisera également les luttes internes au sein d'Apple. En 1985, le conseil d'administration d'Apple retira toutes ses responsabilités à Steve Jobs, qui partira en claquant la porte. Ce n'est qu'en 1996, alors qu'Apple est en perte de vitesse, que Jobs sera rappelé à la barre. Encore faut-il déjà renflouer les caisses. Un soutien providentiel viendra de la part de Microsoft, qui investira 150 millions de dollars dans la firme à la pomme. Et ouais, évidemment Microsoft n'agit pas de manière désintéressée, c'est l'occasion d'implanter sa suite Office et son Internet Explorer sur les machines Apple. Steve Jobs va redorer l'image d'Apple en lançant des produits colorés et design comme l'iMac, l'iBook et plus tard l'iPod, l'iPhone, etc. Mais qu'a fait Steve Jobs pendant ses 11 ans loin d'Apple? Eh bien on en reparlera très bientôt dans la Minute du Geek. Vous le savez, j'ai lancé un forum dernièrement qui s'appelle May the Force Be With You. Je fais un peu de pub, il n'y a rien à gagner, c'est juste à rire. Où je fais des vannes sur Star Wars. Putain, ce slogan! C'est bien, hein? Il est bien mon slogan. Arrête, Alex. Je fais mon émission. Arrête, me gêne pas. Et donc, déjà, j'ai du mal avec le truc. Alors, je suis allé justement lire des trucs sur Star Wars parce que je cherche des idées de vannes. Et j'ai découvert un truc, sûrement plein de gens sont au courant déjà, mais bon, moi je le savais pas. C'est que la planète Tatooine de Star Wars a été tournée à Tatooine. Et je savais même pas que Tatooine ça existait en fait. Parce que quand ma mère elle me disait oh t'es allé à Tatooine, voilà, on va à Tatooine là. Et ben en fait Tatooine ça existe. Et c'est là où était tourné Star Wars. Et c'est pour ça que ça s'appelle Tatooine. Et donc on peut reprendre cette expression de vieux nul qu'il faut pas utiliser en faisant une expression geek. Et donc on peut dire ouais mais où on va là? On va à Tatooine. Et après quelqu'un peut répondre oui mais en vitesse lumière. Voilà, bon on regarde Katsuka. Salut à tous! Cette semaine dans Katsuka, il y aura du pilote, du what the fuck et du motion design. Mais avant ça, les news! Sorti aujourd'hui dans les salles, La Tête en l'air est un long métrage d'animation espagnol adapté de la BD Reed de Paco Roca, publié en France par les éditions Delcourt. Si ce film au petit budget ne brille pas par son animation, il en reste toutefois très touchant par le sujet qu'il traite, à savoir la fin de vie, ici en maison de retraite. Le réalisateur Ignacio Ferreras s'en sort également avec une mise en scène simple et efficace qu'il tire probablement de son expérience passée dans le milieu de l'anime au Japon. Bonne nouvelle, les créateurs de South Park viennent de lancer leur propre société. On n'a pas encore le logo, mais on sait que ça va s'appeler humblement Important Studios. Ils disposeraient déjà d'environ 300 millions de dollars grâce au succès de leur série, mais aussi de la comédie musicale The Book of Mormon qu'ils ont conçue pour Broadway. Vivement donc les prochains projets animés ou autres de ces deux tarés que sont Trey Parker et Matt Stone.
Parmi les derniers pilotes qui m'ont tapé dans l'œil figure en top liste celui de Urbans, un projet de série développé par Steamod Studios. Cette société basée à Montréal est spécialisée dans la conception graphique pour le milieu du jeu vidéo et du cinéma, et leurs références sont impressionnantes. Ce projet a été développé par Joel Dos Reis Viegas, cofondateur et directeur visuel du studio, avec Florent Ogui à la conception des personnages et des décors. L'histoire prend place dans un monde atteint d'un virus particulier où l'acte sexuel engendre la mort, les garçons vivant séparés des filles entre gangs. Voici tout de suite le trailer qu'on peut quand même qualifié d'ultra classe visuellement. Vous le savez, j'aime les trucs un peu what the fuck. Cette semaine, je vous propose le clip de la chanson Second Summer, réalisé pour les 10 ans du groupe américain Yacht. Cette vidéo a été animée par l'équipe d'ADHD, comprenait Animation Domination High Def, qui est en fait une case d'animation adulte diffusée le samedi dans la nuit aux USA sur la Fox. Ces gars-là ont l'habitude de produire des choses un peu barrées, voire cheloues, et c'est exactement ce qu'ils ont fait ici avec le logo du groupe. Le motion design est une forme particulière de création essentiellement axée sur l'esthétique, mélangeant souvent animation abstraite, typo et autres effets visuels hyper léchés. Je n'en montre pas trop habituellement car cela ne raconte généralement pas grand chose, mais puisqu'on est encore en janvier, j'avais envie de partager la carte de vœux 2013 de l'agence de communication Havas Paris. Un bel exemple de motion design donc, réalisé au studio Quad par Flying V qui en profite pour revisiter Paris de manière originale.
faire du bruit. This is the end. Et voilà Balou, à dans 15 jours. Deux choses. Ce 101% est terminé. Et Alex Pilote va pas être content parce que j'ai pas un au revoir spécial. Mais en tout cas, c'est Angoulême ce week-end. Donc les gens qui habitent autour d'Angoulême, bah allez-y. Nous, on y sera pour tourner Road Strip avec No Life. Oui, Road Strip revient. Vous allez avoir des émissions à partir du mois de janvier qui vont revenir à l'antenne. Voilà, avec, je dis pas, mais en tout cas le premier, ça sera forcément sur Festival d'Angoulême. Voilà. Au revoir.